Bonjour les gens. Hein? Aujourd'hui on parle d'une série probablement imparfaite, parfois trop ostentatoire ou didactique pour son propre bien, qui circonscrit trop souvent l'ampleur de son univers dans de beaux mais étroits intérieurs, un appel à l'aventure qui manque d'aventure, et pourtant, Made in Abyss est probablement l'une des séries qui m'aura fait ressentir le plus de choses cette année. Comme quoi, hein. Il faut dire qu'avec son postulat prenant place sur une île dominée par un cratère gigantesque, abritant pléthore d'environnements divers, de malédictions éteignant toute humanité, de bestioles dangereuses comme tout, ou de reliques plus ou moins précieuses, chassées par les explorateurs locaux, Made in Abyss a un sacré potentiel en matière de mythologie. Quand une petite blondinette se met en tête d'y plonger pour retrouver sa mère en compagnie d'un gamin à moitié robot, amnésique de surcroît, parce qu'un personnage amnésique, on va pas se le cacher, c'est toujours bien pratique, hein, on commence à se dire qu'on pourrait tenir là l'une de ces catabases qui ont nourri les plus grands mythes depuis la nuit des temps. Et quand en plus la direction artistique est signée Osamu Mazuyama, un ancien de chez Ghibli ayant notamment travaillé sur les décors de Pogno sur la falaise ou le voyage de Chihiro, et que le résultat se révèle d'une beauté absolue, on se persuade sans réserve que Made in Abyss est une série qui marquera 2017. Et autant le dire, c'est clairement l'une des plus belles que vous pourrez voir cette année. L'univers de Made in Abyss est sublime à soudaner, et fascine, au-delà de son bon goût esthétique, par la richesse de ses identités, par la profusion de détails qui lui confèrent une vie, une authenticité. On se trouve en permanence dans le haut du panier de cet art des décors, de ceux qui s'imposent à notre imaginaire en nous invitant à leur imaginer un passé, à établir une hiérarchie sociale, ou à caractériser des personnages tout simplement, sans qu'aucun dialogue n'ait besoin de s'en charger. C'est une vraie promesse, d'une diversité grisante d'ambiances visuelles et sonores, un plaisir sans cesse renouvelé d'une évasion que tellement de séries peinent à effleurer. Les compositions de Kevin Penkin y contribuent évidemment largement, de même bien sûr que la réal de Masayori Kojima, dont l'excellent Piano Forest, et dans une moindre mesure sur le chien du Tibet, avait déjà prouvé qu'il avait la sensibilité pour adapter le manga de Akihito Tsukushi. Manga qui est d'ailleurs toujours inédit chez nous, donc si la diffusion de la série peut donner envie à un éditeur de se pencher dessus, on est d'accord, on est pour, hein, n'hésite pas. Vas-y. Bref, une promesse aventureuse plutôt tenue si l'on s'en tient à un aspect purement visuel, mais qui dans les faits peut aussi être remise en question. Car à cette promesse s'en ajoute une autre, décevante, voire carrément mensongère cette fois, celle d'un abysse maintes fois présenté en amont comme dangereux et mortel, mais majoritairement inoffensif dans les faits. La faute à une écriture tellement obsédée par la volonté de présenter l'abysse comme un personnage à part entière, qu'elle fait dire, répéter et surligner à ses protagonistes la menace qu'il incarne. L'un d'eux le dira pourtant, l'abysse est un mythe. S'il était facile de le parcourir et d'obtenir des reliques, il perdrait de sa fascination. Une affirmation frappée au coin du bon sens, mais qui ne sera mise en pratique que dans le dernier quart de la série. Il demeure auparavant une impression d'un univers esquissé, peu exploré et plus beau que réellement menaçant. Impression renforcée par une surabondance d'ellipses et de rares péripéties, dont un gamin à moitié robot ne s'accommode évidemment que trop bien. J'ai un exemple qui me vient en tête et qui incarne parfaitement ça à mon sens. Cette fameuse épreuve de survie dans laquelle Ozen impose au gamin de survivre seul pendant 10 jours. 10 jours résumés en 10 minutes, et sans qu'aucune évolution des personnages ne paraisse évidente ou n'ait d'incidence pour plus tard. Donc déjà, cette mise à l'épreuve apparaît complètement vaine, et se conclut en plus sur un constat selon lequel Rico et Legu sont complémentaires. Que c'est Legu qui a permis à Rico d'arriver à ce niveau-là de l'abysse, et qu'elle ne serait jamais parvenue ici sans lui. D'un côté, ok, hein, il a suffi d'un ou deux événements pour qu'on ait intégré cette idée précédemment dans la série, sauf que ces événements sont noyés dans une traversée pépère de l'abysse finalement, et dans de longues discussions à l'intérieur, et donc fatalement dans l'impression de faire du surplace. Il n'y a pas les efforts ou les galères qui auraient permis déjà à l'abysse d'être à la hauteur de ce qu'on nous avait annoncé depuis le début, et surtout de faire naître l'émotion autour de l'évolution, de la dynamique de ce duo. Et du coup, lors d'une scène cruciale où Rico remercie Legu de son aide, sans quoi elle ne serait jamais arrivée là où elle en est, t'as envie de lui dire « Ouais, c'est pas faux, mais j'aurais aimé le ressentir, ça. C'est pas parce que t'as vomi 2 fois et qu'un monstre t'a couru après pendant 10 secondes que t'as fait face au danger. » Putain, il fait peur l'abysse. Hein. À un moment, il y a des arbres et tout, c'est flippant, quoi. Flippant. Et pour le coup, j'avais beau être conscient de tout ça sur le moment, eh ben j'en avais rien à cirer. D'une part, parce que si l'abysse a de la personnalité à revendre, c'est également le cas de la majorité des personnages de la série. Le chara-design de Katsushika Kise fait des merveilles en ce sens, couplé à une direction de l'animation offrant une vraie expressivité à des gamins caractérisés comme tels. Pas comme des mioches de 12 ans qui en paraissent 20, pas comme les têtes à claques hystériques que l'on nous impose trop souvent, non. Comme des gamins on ne peut plus ordinaires avec ce que cela comporte de naïveté, de pleurs, d'attachement aux parents, de disputes, d'humour, de maladresse ou d'envie pressante en pleine nuit. Bref, des enfants développés dans leur entièreté et pas uniquement à l'aune de leur archétype ou du genre investi.
Ce sont ces détails, un geste anecdotique en apparence ou cette détermination dans leur regard, qui confèrent à Made in Abyss cette spontanéité, cette authenticité et cette empathie, bref, cette proximité qui lui permet de compenser les problèmes évoqués plus tôt. Et c'est là que se joue selon moi le principal enjeu de la série, dans cette innocence que l'on nous fait ressentir, et qui passe aussi par des ressorts purement animesques. Au-delà de ces petits détails qui donnent vie au perso, l'animation joue sur des expressions exagérées, sur des distorsions de visage, ou sur des petits sons rigolos, qui nous installent finalement dans une sorte de zone de confort basée sur nos acquis de spectateurs. Tout concourt à nous installer finalement dans un confort enfantin et naïf qui va progressivement s'étioler. C'est rien de moins que ce qu'annonce le design des gamins d'ailleurs, hein, avec des silhouettes rondelettes et peu détaillées, et qui contrastent avec des environnements plus complexes, plus texturés. C'est un procédé classique qui a fait ses preuves, je vous en parlais d'ailleurs déjà dans l'anima sur l'île de Giovanni, et qui exprime par l'image le fait que l'Abyss agira comme la fin de cette innocence, qu'ils se confronteront à l'horreur à mesure qu'ils y descendront, et qu'ils trouveront des réponses à leurs interrogations existentielles. C'est ça la catabase, hein, ou en tout cas l'un de ses principaux aspects. Une descente aux enfers qui fait office de rite d'initiation, et qui en l'occurrence marque ici la fin de l'enfance, la fin de l'innocence. Et entre une bestiole évoquant le Léviathan, le postulat tout connement qui évoque Orphée et Eurydice, ou un personnage qui pourrait être Hadès, hein, Made in Abyss contient son lot de motifs et d'archétypes bien connus, auxquels on pourrait s'intéresser, mais je subodore que ce sera bien plus intéressant de le faire avec le manga, parce que je pense que l'anime a un aspect bien plus elliptique, ou avec la série, mais quand elle sera terminée, parce qu'il ne s'agit ici évidemment que de la première saison. L'écriture de Made in Abyss est donc plus pensée qu'elle n'en a l'air. Après tout, on nous montrait dès le premier épisode Rico faire une chute énorme et s'en relever en rigolant. On nous installe dès le début dans nos petites habitudes de personnages invincibles, et fatalement, si la dimension nocive de l'Abyss en prend un sacré coup, on attend ce moment où tout va basculer. Un moment qui n'arrive jamais dans 99% de la prod animée actuelle, ou en tout cas pas de manière vraiment significative. Ce qui fait donc d'un des épisodes de la série un véritable uppercut en pleine gueule, un moment d'horreur et de souffrance viscérale totalement inattendu, et donc paradoxalement miraculeux. J'en viens donc à la deuxième raison qui fait que le manque d'aventure de la série ne m'a jamais gêné. Au-delà de sa facture visuelle et de l'amour pour ses personnages, Made in Abyss use progressivement d'une imagerie horrifique qui va ponctuer le récit ici et là, l'air de rien. Dans son éclairage, la manière de cadrer ses personnages, de mettre en valeur ses décors, par ses relents expressionnistes ou plus frontalement par la vue de cadavres, l'animé installe une tension sourde qui sous-tend les événements en permanence. Une tension ou un décalage, comme ce plan montrant Rico à moitié nu, sourire devant un paysage apocalyptique. Comme si la bienséance des animés contemporains se battait avec la transgression d'autrefois, et que petit à petit, cette dernière reprenait ses droits par l'intermédiaire de ce gigantesque cratère. Comme si Made in Abyss donnait à voir deux versants de l'animation japonaise, et l'illustrait par une plongée du moé dans l'horreur. Ça passe aussi par des petites vannes où un personnage se fout de la gueule d'un autre, parce qu'il était en train de pleurer de désespoir par exemple. Par des ruptures de ton très drôles et parfois bien cyniques. Bon, je précise quand même que ce genre de réplique reste très ponctuel. On n'est pas du tout dans une déconstruction ou quoi que ce soit de ce genre. Bref, un ton de moins en moins innocent qui culmine dans un épisode d'une violence rare et qui bénéficie totalement du traitement de ces personnages effectué jusqu'à présent. L'enfance y est à cet instant tuée et enterrée, et putain, ça fait un bien fou. Un bien fou de voir qu'on est encore capable de faire traverser l'enfer à un personnage, d'autant que c'est quand même ce qu'on nous avait promis, hein, et que ce n'est vraisemblablement que le début des emmerdes. Ce que les derniers épisodes tentent à confirmer, mais j'espère que ce sera également le cas des potentielles futures saisons. Vraiment. Au moins, en l'état, la rareté des séquences choc leur donne un véritable impact émotionnel, une raison d'être. Jusque-là, tout n'était qu'un jeu pour ces enfants. Je pense notamment à Rico qui veut cuisiner le monstre, qui a failli la bouffer la seconde d'avant par exemple. Mais à partir de ce fameux épisode, la série fait place au tragique, quitte parfois à danser avec le pathos, mais ça à la limite vous ferez avec votre sensibilité, mais aussi la mélancolie, celle de la solitude des personnages, de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'ils vont perdre, parce qu'évidemment la fin de l'innocence va être symbolisée par la perte d'un être cher, ou d'autre chose, mais ça vous le découvrirez par vous-même. Il y a même des références assez évidentes à l'arrivée des règles ou à la puberté masculine, histoire d'être bien clair sur l'une des principales thématiques de l'anime. Bon, il y a aussi une pendaison nue en guise de punition, des vannes sur les parties intimes de l'aigu, parce que c'est très rigolo, ou de l'enfonçage de suppositoires. Mais ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est particulier, on va pas se mentir. C'est particulier. Ce qui, à mon sens, achève de faire... Ce qui, à mon sens, achève de... Ce qui, à mon sens...
Ce qui, à mon sens, achève de faire de cette première saison de Made in Abyss non pas totalement une série d'aventures avec des enfants, mais plutôt une série sur l'enfance, ponctuée d'aventures tout à la fois drôles, légères, émouvantes, éprouvantes. Bref, si vous n'avez toujours pas regardé cette série, vous savez vraiment ce qu'il vous reste à faire. C'est trouvable très facilement sur Wakanim, un peu moins facilement ailleurs, étant donné qu'ils sont un tout petit peu tatillons sur le piratage, mais ça vaut vraiment le coup de mettre 5 € là-dedans, juste le premier mois, allez-y gaiement. Sur ce, on se retrouve, je ne sais absolument pas quand, on s'en fout, on verra. Peut-être pour le prochain anima, teasing. Mais sur ce, à la prochaine.